Et donc maintenant, je vais donner la parole, voilà, à Monsieur Olivier Le Gall, donc le directeur scientifique de l'INRA, donc grand témoin de cette journée dédiée à l'agriculture de conservation des sols en France, pour qu'il nous fasse part de sa vision des choses et de sa perception de la journée. Merci Jean-Pierre. Peut-être m'asseoir là, baisser le... Merci beaucoup à tous les organisateurs. Donc oui, grand témoin, j'en sais rien. Malheureusement, voilà, il y a eu un accident sur le train qui m'a amené ce matin de Bordeaux. Et donc, je suis arrivé un peu tard. J'ai raté les 4 présentations par de témoignages, 4 je crois, enfin voilà, quelques présentations de témoignages ce matin. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé avoir cette partie-là justement pour voir un peu, enfin palper un peu moi-même. Enfin, Michel Duru m'a raconté ce qu'il avait entendu, mais c'est pas la même chose bien entendu. Donc je remercie Michel, Jean-Pierre et puis tous les organisateurs pour cette journée-là. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est une rencontre, je crois, assez rare, verticale, on va dire, avec verticale au sens où on est sur une thématique particulière et puis il y a des gens qui viennent de la recherche, qui viennent du développement local, etc. Et puis qui viennent des pratiques elles-mêmes. Alors, conclure ça, je ne sais pas si je vais conclure, on va essayer d'être un petit peu plus humble, surtout que j'ai raté le matin, voilà. C'est peut-être plutôt un début, donc comme on vient d'entendre, c'est peut-être quelque chose qui à reproduire après, dans des conditions différentes, tout ça, parce que voilà, le fait que ce soit quelque chose de rare, qui visiblement faut continuer à avancer sur ces différentes pratiques-là, il faut continuer à s'enrichir mutuellement sur qu'est-ce qui se passe dans des parcelles qui sont menées de telle façon ou telle autre. Et comment est-ce que ça peut devenir un modèle, sans doute je vais revenir un petit peu tout à l'heure, un modèle d'agroécologie, un modèle vers la transition agroécologique 1D, parce que la transition est multiple, et comment ça peut aider les systèmes alimentaires au sens très large, hein, c'est même pas de la fourche à la fourchette, c'est du climat au bassin versant, à la fourche, la fourchette et jusqu'à l'intestin des consommateurs. Donc comment ça peut aider à ce que les systèmes alimentaires dans ce début du XXIe siècle fassent face avec efficacité à toutes les transitions qui leur sont confrontées, la transition démographique, la transition énergétique, la transition climatique, etc. Et tous ces défis qui sont. Alors, ça a été un peu abordé ce matin, il y a une histoire, je voudrais d'abord parler de quelle est la position de la recherche publique. L'INRA ne résoudra pas tout, en tout cas pas tout seul, personne ne résoudra tout seul. Quelle est la position de la recherche publique par rapport à des choses qui font débat, même entre les pratiquants du semi-direct, de l'agriculture, de la conservation des sols, il y a des débats, donc c'est normal, le truc avance, donc il y a des débats. Donc comment est-ce que la recherche publique se positionne dans les débats? Ensuite, je vous parlerai un petit peu des relations telles que je les vois, parce que la position entre agroécologie d'une manière générale et puis agriculture de conservation, quelques généralités ensuite sur l'innovation en agriculture, et puis ensuite je vais essayer quand même de tirer 2-3 points de conclusion, bien que j'ai dit que je pense qu'on ne peut pas y arriver. Donc sur la recherche sur les débats, donc on a entendu ce matin, c'était Claude Compagnon, je crois, qui... bah oui, je suis sûr, parce que c'est le seul que j'ai entendu ce matin, voilà. Qui disait, les différentes normes qui étaient en débat, donc les normes professionnelles avec ton champ n'est pas propre et tout ça, on peut aussi mesurer, moi quand on voit les photos, etc., sous forme ironique, hein, mais ouais, ça colle pas avec les normes que chacun a appris de ses propres parents quand il est agriculteur, et donc forcément c'est difficile, c'est des normes qui sont difficiles à dépasser. Mais en même temps, si on est dans un système de transition, dans les systèmes de transition, après c'est plus comme avant, et donc à un moment donné, il faut apprendre à se dépasser, à dépasser les normes et à dépasser ce qu'on a appris, et à trouver des repères là où on n'a pas appris, donc apprendre à marcher, sur s'avancer un peu. Puis des normes sociétales, par exemple sur les adventistes, il y a quelque chose qui est frappant, c'est qu'il y a des espèces qui sont des adventistes, qui cassent les pieds des agriculteurs, et puis qui sont par ailleurs des espèces patrimoniales, notamment des espèces de moissons, des espèces patrimoniales qui peuvent être protégées à ce titre-là. Et donc, vu de quel endroit de la France on est, de quel regard on peut porter, des choses comme ça, qui peuvent être, ça peut être des espèces qui vont avoir des visions normatives différentes, donc il va bien falloir les traiter. Les conséquences qu'il y a en fait à ça, c'est que
Une des conséquences, c'est que sur l'agriculture de conservation des sols particulièrement, on a fait une étude, là, comme l'INRA a 70 ans cette année, on a fait une étude bibliométrique qu'on n'a pas encore publiée, mais on va le faire, de 70 ans de publication de l'INRA. 70 ans, parce que les premières années, c'est un peu difficile à retrouver, c'est pas dans les bases de données informatisées, tout ça, on a un peu de mal à retrouver les références, mais en tout cas, sur les, disons, 40 dernières années, c'est pas mal. Et ce qu'on voit bien, c'est que la recherche française n'est pas très impliquée dans l'agriculture de conservation des sols. Contrairement, on a fait une comparaison par exemple avec la recherche américaine, avec la recherche qui est menée chez notre homologue américain, l'USDA, qui est l'homologue, le service d'agriculture de recherche agricole agronomique de l'USDA, est beaucoup plus impliqué en agriculture de conservation des sols, en recherche sur l'agriculture de conservation des sols que nous, notamment parce qu'ils ont eu ce Dust Bowl qu'on a vu tout à l'heure en photo, notamment parce qu'ils ont eu toute cette histoire que nous on n'a pas eue, et puis parce qu'il est arrivé aussi quelque chose qui ensuite a servi de frein dans les communautés de chercheurs, c'est ouais mais ce truc là c'est bien gentil, mais on a des systèmes qui marchent, ça utilise des herbicides et tout ça, on ne va pas quand même inciter, voilà. Il y avait ça, y compris dans les périodes où, disons dans le monde de la recherche et tout ça, il n'y avait pas autant de réticence qu'aujourd'hui sur l'usage des pesticides. Et donc, ça fait qu'à la fin du compte, la recherche française, elle fait d'autres choses d'ailleurs, elle fait des choses très bien que ne fait pas la recherche américaine. Je ne dis pas qu'on est à la traîne de manière globale, on a bien montré dans cette étude que sur certains sujets, on a des choses à leur dire. Mais sur le sujet de l'agriculture de conservation des sols, sur les sujets du labour, sur les sujets du travail des sols, etc., sur ces sujets-là, l'érosion des sols, sur ces sujets-là, ils sont largement joints. Ce n'est pas les mêmes sols, en plus, ça rend un peu les choses compliquées. Ils ne sont pas organisés comme nous, avec leur système, avec le USDA, donc ils sont un peu vulnérables. Les universités, ce n'est pas le cas en France. Les universités qui ont souvent des départements agricoles assez des facultés d'agriculture assez intéressantes. Alors d'autant plus que la demande, comme je disais, n'était pas très forte en France, puisqu'on disait, on a un système qui marche bien, pourquoi aller chercher midi à 14h. Voilà. Alors quand il y a des conflits comme ça, des conflits au sein d'une communauté ou entre différentes communautés, ce que fait la recherche publique, elle n'a pas vocation à prendre part dans ces conflits-là. On a des demandes, par exemple, aujourd'hui très fortes qui émanent du monde de l'agriculture biologique pour faire des recherches sûres, en gros, pour justifier... on pourrait presque sous-entendre ça, pour justifier les pratiques de l'agriculture biologique, elles sont super, mais on ne va pas faire des recherches pour justifier l'agriculture biologique, on va faire des recherches pour aider l'agriculture biologique à progresser dans ses propres pratiques, qui sont déjà pas mal. On va faire des recherches sur comparer l'agriculture biologique avec les autres systèmes agricoles pour essayer de tirer les autres systèmes vers le haut, et notamment par une intégration des filières, je reviendrai un petit peu tout à l'heure, par l'intégration amont-aval des filières qui sont beaucoup meilleures dans l'agriculture biologique que dans d'autres types d'agriculture, et donc comment est-ce qu'on peut faire bénéficier ça d'autres types d'agriculture. Mais on va pas en partie, c'est mieux, c'est bien, c'est etc. Des trucs pas. Je reviendrai parce que sur l'agroécologie et l'agriculture de conservation des sols comme un modèle d'agroécologie, ça c'est vraiment très très frappant. C'est, je pense, un des modèles les plus intégrés, enfin c'est les plus intéressants dans ce sens-là. L'agroécologie, telle que les chercheurs l'ont définie, ça ne correspond pas à l'agroécologie, c'est un mot qui est compliqué, parce que selon ceux qui l'utilisent, ça n'a pas le même sens. Donc si c'est un américain, si on est nord-américain, si on est chercheur, si on est politique français, etc., ça n'a pas le même sens. Donc par exemple, Stéphane Le Foll, il dit, on pourrait dire ça presque entre guillemets, l'agroécologie, c'est la triple performance de l'agriculture. Et les chercheurs ne disent pas ça. Les chercheurs, on a défini ce terme un petit peu avant, la triple performance c'est quelque chose d'important, l'agroécologie peut y contribuer, mais ce n'est pas complètement équivalent. On ne dit pas que le ministre a tort, on dit juste qu'on n'a pas la même vision sur on regarde pas on n'utilise pas le mot dans le même sens et on ne regarde pas le même objet exactement. Et on avait mis dans les priorités de l'INRA il y a 5 ans, agroécologie comme une priorité et triple performance comme une autre priorité. On sentait que ce n'était pas exactement la même chose. Et donc, dans l'agroécologie, telle qu'on l'a définie en tant que chercheur, il y a 3 grandes priorités. Il y a une priorité de préserver et valoriser la biodiversité et éventuellement aller même jusqu'à la reconquérir. Une priorité, un autre pilier qui est boucler les cycles biogéochimiques, carbone, azote, phosphore, etc., l'eau. Et une autre propriété qui est cette approche systémique, un peu holistique, on peut dire, incluant les approches au niveau des paysages.
qu'on n'a pas d'ailleurs beaucoup entendu là, je trouve. Et donc, alors peut-être pas beaucoup entendu parce que j'ai raté ce matin. Vous avez affaire aux retardataires de service, au cancre. Donc voilà. Donc préserver, valoriser la biodiversité, on va dire, c'est une des grandes caractéristiques de l'agriculture de conservation, parce que c'est même un peu ça, conservation et préservation, valorisation et voire reconquête de la biodiversité, en particulier au niveau des sols et de la flore. À travers les services écosystémiques qu'elle peut rendre. Ça oblige à travailler travailler tous ensemble, enfin, en recherche, jusqu'aux agriculteurs, aux pratiquants, travailler sur les traits fonctionnels, donc quelles sont les plantes qui vont au niveau des espèces, du choix des espèces, au niveau du choix des variétés, quelles sont les plantes qui vont le mieux fixer du carbone dans le sol pour contribuer par exemple, au programme 4.000 qu'on a vu tout à l'heure s'afficher, qui consiste à fixer du carbone atmosphérique, utiliser l'agriculture pour fixer du carbone atmosphérique dans les sols, ou quelles sont celles qui vont produire par exemple plus de nectar, parce qu'il y a des pollinisateurs dans le paysage, etc. D'ailleurs, pas uniquement l'abeille domestique. Travailler sur des espèces orphelines, on a vu des photos de la facélie par exemple, je crois qu'on a vu un programme d'amélioration de la facélie à l'INRA, sur d'autres espèces qui sont utilisées dans ces couverts, sur des cycles courts, etc. Voilà, comment on redémarre, est-ce qu'on redémarre des programmes de recherche sur ces espèces qui sont un peu orphelines aujourd'hui, c'est pas quelque chose de complètement trivial, mais complètement évident, lesquelles, pourquoi, avec qui, etc. C'est une question qui se pose le cas échéant, parce que dans ces espèces orphelines, il y en a plein des filières de valorisation, et là c'est juste pour de la valorisation au moment où on les plante au champ. Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Sur le bouclage des cycles, le bouclage des cycles de carbone, c'est quelque chose qui est absolument évident, mais de la même façon, on parlait de phosphore à l'instant, azote, enfin voilà. C'est un mode d'agriculture qui contribue beaucoup au bouclage des cycles, qui contribue, c'est vraiment un mode de culture qu'il faut qu'on arrive à mettre en avant toutes les communautés, mais y compris là, les ministères et ceux qui essayent de nous aider dans nos efforts, pour faire adopter au niveau mondial ce programme de recherche qu'on appelle 4 pour 1000, qui consiste à dire, c'est un peu schématique, un peu caricatural, mais l'idée c'est si chaque endroit du sol, chaque mètre carré du sol augmente chaque année son stock carbone de 4 pour 1000, ce qui est pas beaucoup, 4 pour 1000, 0,4%, en même temps c'est énorme. Mais si chaque mètre carré du sol fixe 4 pour 1000 de ce qu'il contient en carbone, alors ça absorbe la quantité de carbone qui est produite en excédent aujourd'hui par l'ensemble des activités anthropiques. Et donc l'activité agricole, si c'est pas 4 pour 1000, c'est 1 pour 1000, ben on absorbe un quart, c'est déjà pas mal. L'activité agricole peut être non seulement une activité qui n'impacte pas trop le changement climatique et l'effet de serre, mais peut être une activité qui contribue à lutter contre. Comme l'activité agricole est un peu importante pour l'humanité, ben, peut-être elle peut être doublement importante. Le cycle de l'eau, alors on stocke plus d'eau, mais aussi on en utilise plus parce qu'il faut nourrir abreuver toutes ces plantes-là. Donc tout ça s'étudie. Boucler le cycle de l'énergie aussi, on utilise de l'énergie différemment, l'énergie sous forme d'énergie fossile, mais aussi sous forme d'énergie humaine. On voyait un agri, là, sur une des photos, qui était couché sur son champ. Je ne sais pas si vous êtes tous aussi peinards que vous, quand même, votre herbe dans le... Hein, ça se fait tout ça. Voilà, donc, bref. Donc en tout cas, utiliser, c'est vrai qu'utiliser de l'énergie fossile, de l'énergie humaine, etc., pour dégrader de la biodiversité dont on a besoin, c'est à un moment donné, on marche sur la tête, donc ce schéma illustre quand même bien une autre vision, on va dire, des relations qu'on peut avoir. Et puis donc cette approche système, holistique au niveau des paysages, qui oblige, je trouve que ce que j'ai entendu aujourd'hui restait pas mal au niveau de la parcelle, c'est un peu ce que je disais, éventuellement des petits groupes de parcelles, de l'exploitation, mais assez peu au niveau du paysage, pour moi à des niveaux plus larges. Comment est-ce qu'on arrive sur des niveaux d'intégration spatiaux plus larges, alors que sans doute il y aurait des choses intéressantes, puisque en tout cas c'est ce que je dis à la théorie de l'agroécologie, donc c'est une pratique agroécologique. Donc comment est-ce qu'on arrive à des niveaux d'intégration plus larges? Il y a une intégration dans le temps qui est vraiment très bonne, parce que là vous intégrez des rotations dans lesquelles on introduit des intercultures. Donc, vous voyez les effets se produire au niveau de la décennie. Alors à la fois l'intégration elle est bien prise en compte dans le temps. Par contre, en même temps c'est un facteur limitant, parce que si vous démontrez que celui qui passe à la pratique de
conservation, il va falloir qu'il attende 10 ans pour avoir un retour sur l'investissement, un retour sur... Ben, ça, c'est pas très incitatif en soi, et après, il faut qu'il y ait des aides pour que ça soit pris en compte. Et voilà. Au niveau des organisations, on n'a pas beaucoup parlé d'aval, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que de plus en plus on essaye de réfléchir, et je disais que on le voit bien sur l'agriculture biologique, où il y a des filières avec un label, enfin, ça a juste été dit dans quelques topos là pour dire il n'y a pas de manière de reconnaître les produits à la sortie, donc les consommateurs ne savent pas qu'ils vont aider telle ou telle pratique avec laquelle ils peuvent par ailleurs être en empathie, avoir envie d'aider, mais ils ne savent pas que, voilà, donc ils ne risquent pas de pouvoir le faire. Il n'y a pas de label, il n'y a pas quel label il pourrait y avoir pour labelliser des choses, c'est pas simple. Donc en tout cas, vous l'avez exprimé sous cette forme-là, mais pas beaucoup sous d'autres formes. C'est vrai que c'est plutôt une forme de production de l'agriculture, plus qu'une forme d'intégration de la filière. Un peu de manière intrinsèque, mais peut-être que ce serait réfléchir quand même comment on peut associer mieux l'ensemble amont aval de la filière. En général, c'est une force quand même. Et puis l'innovation qui est au service de cette pratique d'agriculture. Je parlerai après plus précisément de l'innovation en agriculture, mais l'innovation au service de ce type d'agriculture, elle est multimorphe, elle est technique, génétique, agronomique, technologique, incluant et vous en parlez pas beaucoup, mais c'est certainement une voie qu'il faudrait explorer, incluant les technologies d'information et de la communication. La seule chose, c'est que ce matin, que le compagnon disait, les agris qui pratiquent ce type d'agriculture, ils sont plus tournés sur Internet que les autres pour aller chercher des références parce qu'ils ont du mal, et donc ils passent plus de temps que les autres. Alors, je ne sais pas, enfin, voilà, il y a un sociologue qui a étudié ça et qui l'a trouvé, donc ça doit être vrai. Et donc, mais c'est au-delà de ça. Peut-être qu'il faut organiser justement dans votre réseau, là, organiser des collectes d'informations par des outils dédiés de collecte d'informations au sein du réseau. C'est sûrement des choses qui seraient intéressantes. Qui ne concernent pas directement la recherche, mais la recherche pourrait aussi brancher son attention pour abonder, pour aussi enrichir, apporter un regard différent. D'innovation sociale, avec au niveau de l'organisation, des organisations professionnelles, des impacts personnels. Parler des impacts sur la vie personnelle et sur l'organisation de la vie des gens qui ont au Brésil adopté ces pratiques, y compris leur famille, etc. Et puis, il faut garder en tête que le progrès, c'était un petit peu dit tout à l'heure, le progrès n'est pas univoque. Pendant longtemps, les modes d'agriculture étant très simples, en tout cas le mode d'agriculture produit étant très univoque, le progrès était univoque aussi, plus on faisait du rendement et plus on produit du progrès, ben, c'est plus exactement ça aujourd'hui. Donc ça implique aussi produire des références sur qu'est-ce que peut être le progrès dans un système après la transition. Donc sur ce qu'est l'innovation en agriculture, le mot agroécologie fait peur à beaucoup d'acteurs de l'agriculture, que ce soit des agriculteurs, pas celui-ci, mais d'autres, que ce soit d'autres acteurs dans l'agriculture. Mais alors, il y a une photo, moi j'avais une fois fait ce topo devant le directoire mondial là, de chez tel grand groupe phytosanitaire, qui me faisait parler d'innovation en agriculture, donc j'aurais fait sur l'innovation en agroécologie, c'était rigolo. Je ne sais pas exactement leur tasse de thé, mais c'était plutôt intéressant. Et j'ai vu une photo où on voit Kennedy en 1961 en train d'expliquer à des parlementaires qu'avant la fin de la décennie, il allait envoyer des hommes sur la Lune, il pouvait faire revenir tranquillement. Et puis, il est dans l'argent, il est fou. On voyait la tête du parlementaire en train de faire cette annonce. Le texte de l'annonce est assez intéressant, on le trouve sur Internet. Il est fou, quoi, et puis tout le monde disait ça. Total, avant la fin de la décennie, ils ont réussi à faire ça, on ne sait plus faire aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, par contre, ce programme-là, il a généré beaucoup, pour un but qui est finalement futile, hein, des hommes sur la Lune, bon, il a généré beaucoup d'innovations dans tous les sens, et beaucoup de technologies, par exemple, qui font qu'on a un écran derrière, là j'ai un écran plat et tout ça, sont des technologies qui dérivent de cette planète-là. Donc là, une commande politique en tant que telle peut générer de l'innovation, et c'est quelque chose qui est intéressant en soi. Dans d'autres domaines, on a regardé à l'INRA comment se passe l'innovation et comment se passe le transfert entre la connaissance qu'on produit et l'innovation. Au-delà d'une connaissance, d'une invention, d'une innovation, etc.
Et donc, comme dans d'autres domaines, ça prend 20 ans. Les batteries qui sont ce genre de machin, les écrans et tout ça, là, c'est des technologies qui, entre le laboratoire et tout qu'on a dans la poche, prennent 20 ans. En agriculture, en agronomie, c'est la même chose, ça prend à peu près le même temps. Donc les gens trouvent que c'est long parce qu'ils voudraient que la transition agroécologique ait lieu là demain matin. Non, ça prend 20 ans. Voilà, donc, ça implique des partenariats entre l'amont et l'aval. Des partenariats entre les différents partenaires, entre les partenaires qui chacun dans leur domaine sont excellents. On s'est assez bien aperçu de ça, qui chacun dans leur domaine respectif était excellent. Donc, nous en tant que chercheurs, c'était des équipes excellentes dans leur domaine de recherche, de niveau mondial, etc., qui produisaient la meilleure innovation, et puis qui se reconnaissaient mutuellement. Et donc, qui comprenaient que bah ouais, votre valeur chez vous, les chercheurs, c'est de faire ces publications, votre valeur chez vous, c'est de produire les avis, c'est de produire de telle et telle façon, etc. Et qui avait cette reconnaissance mutuelle. Mais par contre, il y a des différences avec les autres domaines d'innovation qui sont souvent. Alors, le problème qu'on a, c'est que quand on parle d'innovation au ministère de la Recherche, par exemple, les autres gens qu'on parle autour de nous, c'est avec des trucs de l'électronique, de l'aéronautique, etc. Donc, des champs qui sont très balisés, très normés. Et puis nous, on est avec un système d'innovation où, en gros, on passe pour les fous, hein, c'est pour dire. Parce que l'innovation qu'on produit, elle ne se verrait pas. Parce qu'elle tombe chez, aujourd'hui, 400 000 très très petites entreprises. Il n'y a pas Airbus. 400 000 très très petites entreprises avec des formes de coopération entre ces petites entreprises qui sont extrêmement diverses. Et ça, c'est pas un frein à l'innovation, c'est un frein à la visibilité de l'innovation. Après, une fois que l'innovation qu'on a produite à partir de nos recherches arrive dans le tissu économique, et ben c'est comme de l'eau dans le sable. Le sable n'est plus pareil, mais on voit plus l'eau. Voilà. Alors que les d'autres recherches, leur innovation se voit beaucoup mieux, donc est pour elles plus valorisante. En tout cas, le fait qu'il y ait des similitudes comme ça justifie des traitements des raisonnements similaires. Donc, besoin de partenaires excellents, les utilisateurs, qu'on reconnaisse les agriculteurs comme les acteurs de l'innovation, comme dans d'autres domaines en aéronautique, qu'on reconnaît Airbus ou je sais pas quoi, Rolls-Royce, là. Que, à l'inverse, les agriculteurs reconnaissent que la recherche en tant que telle, la production des valeurs, la production de connaissances a une valeur en soi, donc que les partenaires se reconnaissent. Qu'on connaisse qu'il y a de la recherche sans perspective d'innovation, et puis qu'il y a de l'innovation chez les acteurs qui n'a pas besoin particulièrement de recherche à l'instant T, qui va peut-être générer des nouveaux besoins, mais qui n'a pas besoin particulièrement à l'instant T. Des choses comme la ruche qui dit oui, Uber, etc. C'est des modèles d'innovation en distribution, dans d'autres domaines. Uber, c'est sur les transports, qui n'ont pas besoin à l'instant T de recherche, qui peuvent générer après de la recherche en gérer l'information. Faciliter les partenariats, donc il y a des outils pour ça, concevoir que l'innovation soit pilotée par l'aval des chaînes, c'est quelque chose qui est très important aussi, qu'elle soit protégée, c'est quelque chose qui était ressorti un peu ce matin, que celui qui produit l'innovation, il n'a pas l'impression que l'autre qui vient le regarder, il vient le piller, et en tout cas, ce ne soit pas vrai. Enfin, voilà. Donc comment on protège cette innovation? Parce que c'est une innovation qui est techniquement, en aéronautique, on pose un brevet sur le truc, ça va s'appliquer, les brevets, on peut faire un brevet, mais en même temps, comment on protège cette innovation, ça va aussi être comment on la valorise derrière. Et je pense qu'il faut réfléchir à ça ensemble. Parce que comment on la rétribue, justement, voilà, pour un produit analysé, quand ça prend 10 ans pour sortir quelque chose, quand ça sert d'autres acteurs, si on fixe du carbone dans les sols, alors c'est l'ensemble de l'humanité qui va être, dont tu parlais tout à l'heure, de rétribuer des services écosystémiques, c'est ça, comment on rétribue ce truc. Voilà. Comment on finance une fois qu'on les a identifiés. Et puis des outils particuliers, sans doute des outils comme des laboratoires vivants, c'est sûrement des trucs qui seraient intéressants là. C'est des outils laboratoires vivants, c'est typiquement, il n'y a pas en agriculture pour le moment en France, on essaie d'en faire. C'est des trucs qui sont pilotés par les acteurs et dans lesquels la recherche apporte au fur et à mesure les connaissances dont il y a besoin. Des structurations d'acteurs, genre APAD, etc. C'est des structurations sans doute autour d'un objet, c'est typiquement un mode de structuration qui peut conduire sur un fonctionnement Living Lab derrière. Voilà. Et puis travailler au-delà des structures. Et définir des nouveaux systèmes, des nouveaux critères de performance, c'était vu sur une des dernières questions là. C'est pas forcément le rendement qui est le meilleur critère de performance. À un moment donné, il faut qu'il y ait du rendement parce qu'il y a des gens à nourrir et donc la quantité de nourriture qui sera disponible, ça sera la somme. Voilà, néanmoins, ça c'est mathématique. Et quand même, quand on voit, par exemple, chaque année, ça me frappe au salon de l'agriculture, j'espère qu'il n'y a pas les organisateurs dans la salle, sinon ils vont me haïr, mais chaque année, ça me frappe au salon de l'agriculture, où le discours est complètement sur la transition agroécologique, sur comment est-ce qu'on arrive à passer sur d'autres systèmes, etc.
etc. etc. Et puis qu'est-ce qu'on voit? Les concours agricoles, c'est le taureau qui a les plus grosses fesses, c'est la vache qui fait plus de lait, qui a le plus de taureaux tireux, etc. Et il y a un décalage. Une fois qu'on a constaté ce décalage, quels sont les critères que vous voudriez mettre en avant sur un système d'agriculture de conservation des sols? Ça serait quoi le concours? De temps en temps, je dis ça aux chercheurs. Ça serait quoi le concours où je rencontre? Ça serait quoi le concours au Salon de l'Agriculture dans 10 ans ou dans 20 ans qui mettent en avant, qui mettent en évidence ce genre de pratique? Qu'est-ce que ça serait les critères? Qu'est-ce qu'ils iraient mesurer et que tous les spectateurs qui sont là diraient wow, voilà le truc, voilà le plus performant. Voilà, alors ensuite je vais conclure juste très rapidement sur quoi il y a besoin. Il y a besoin d'innovation dans différentes technologies, sur des traits qui sont orphelins, comme la fixation de carbone, donc sans doute des espèces végétales qui fassent plus de racines, développer des connaissances sur des espèces orphelines, développer des connaissances sur les maladies, sur la microbiologie des sols. On est un peu leader à l'INRA là-dessus, mais il faut encore continuer. Sur le machinisme agricole, il n'y a pas beaucoup de recherche publique sur le machinisme agricole aujourd'hui, parce que c'est beaucoup dans les mains des privés. Développer des connaissances sur l'agrégation, on parlait beaucoup, donc quand je disais par exemple, c'est quoi les critères qu'on va mesurer dans 10 ans au sein de l'agriculture. En fait, c'est un ensemble de critères, vraisemblablement, et donc comment on fait pour faire de l'évaluation multicritères, surtout l'ensemble de ces critères-là. Comment est-ce qu'on les analyse en cycle de vie, c'est-à-dire que, y compris les valeurs qui sont générées à un autre endroit, on les prenne en compte pour ensuite être capable de les rétribuer, ou les valeurs ou les pertes de valeurs qui sont générées à un autre endroit, on soit capable de les pénaliser le cas échéant. Comment est-ce qu'on intègre l'élevage dans tout ça? Est-ce que c'est sous forme de polyculture élevage, chaque exploitation qui fait les deux activités? On n'a pas beaucoup parlé d'élevage, mais je crois que ce matin, il y a eu des exemples. Donc polyculture élevage, bien est-ce qu'au-delà de la production de chaque exploitation, il peut y avoir des associations dans le paysage par de l'organisation? Parce que l'élevage en tant que tel, mis à part c'est une activité qui est pas mal sur la sellette en ce moment, mais l'élevage en tant que tel a une capacité à aider à boucler les cycles biogéochimiques justement, et donc son intérêt. Comment on prend en compte les paysages? On ne prenait pas beaucoup en compte les paysages, sans doute qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à faire. Et puis, j'ai trouvé que vous preniez peu en compte aussi, on voyait moins que dans d'autres communautés, alors que je pense que vous en avez plus besoin que d'autres communautés, tout ce qui est autour du numérique. L'agriculture est utilisatrice de données, donc vous dites qu'on a besoin de références, on a besoin de conseils, on a besoin d'avoir ces conseils au plus près de nous. Bientôt, il va y avoir des conseils qui vont arriver directement avec des mesures par satellite, etc. On est en train de monter des partenariats, là, ici d'ailleurs avec le CNES. Mais l'agriculture aussi maintenant est productrice de données. Donc comment ces données peuvent être utilisées pour aller de l'avant? Aujourd'hui, les données elles appartiennent aux fabricants de charrues. Donc comment est-ce qu'on peut se les récupérer pour aider à aller de l'avant? Et comment les sciences de l'information et de la communication peuvent aider à organiser autour d'une pratique? Je pense que ce serait des choses comme ça. Voilà. J'étais un peu long, je ne pensais pas que j'avais tant de choses à dire sur une seule demi-journée, heureusement que je n'étais pas là ce matin. Mais j'ai essayé de brosser à la fois ce que j'ai trouvé intéressant, ce que j'ai trouvé qui manquait un peu par moment, voilà, pour essayer de lancer des pistes, et puis en mettant ça en contexte sur un petit peu ce qu'est notre monde, hein, sur qu'est-ce que c'est que l'innovation, qu'est-ce que c'est que l'innovation dans le domaine particulier de l'agriculture, et qu'est-ce que c'est que l'innovation dans le domaine de l'agriculture pour aider à la transition agroécologique, qui est un enjeu qu'il faut qu'on arrive à atteindre tous là, les générations qu'on est là, y compris ceux qui sont partis parce qu'il est 5h01, pour dépasser les défis qui sont devant nous pour les siècles qui viennent. Merci Olivier Le Gall. Merci aussi à tous nos intervenants de l'après-midi. À l'initiative de Jean-Pierre Sartou et de Claire Pontus, qui est par là-bas, nos chercheurs transatlantiques vont rencontrer certains agriculteurs et il y aura des échanges avec des groupes d'agriculteurs dans les jours qui viennent. Donc ça, c'est aussi important que vous le sachiez, parce que ça faisait partie aussi de l'intérêt de cette journée. Et puis, je voudrais dire juste un dernier petit mot. Vous avez été accueillis par des jeunes à l'accueil, qui vous ont également servi de café, qui se sont occupés de la technique, des tweets, etc. Qui ont également lancé l'invitation, fait le site internet pour l'invitation. Voilà, je voulais juste dire que ce sont des étudiants de l'ENSAT,
hein, et qui sont intervenus dans le cadre de leur junior entreprise qui s'appelle APS ENSA. Vous voyez qu'ils sont efficaces, donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à faire appel à eux.